Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et bonjour tout le monde, toujours ravi de vous retrouver en ce début de week-end. Nous sommes le samedi, ça vous le savez, il n'y a pas de débat là-dessus. Et évidemment, il est là, l'ami Jean-Luc, salut. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Ça se voit. Ouais. Dites donc, on a un sacré gros programme, alors faites pas trop de bruit, parce qu'on va commencer par la pollution sonore sur les routes de France. Exactement. Vous savez que l'automobile est en plus en partie responsable de cette pollution sonore. Alors évidemment, beaucoup moins les voitures électriques. Donc on va parler des perspectives. En revanche, alors je vais faire amende honorable. J'ai quelques voitures, c'est vrai, qui font un joli son. Un peu de pollution sonore. Non, c'est pas de la pollution, c'est du son, c'est de la musique. Oui, c'est de la musique. C'est de la musique. Moi, le bruit des électriques, par exemple, m'insupporte. Je ne les entends pas. Tiens, puisqu'on parle des voitures électriques, il sera question de 2 fois un sujet sur une voiture électrique avec l'essai de la Citroën IC3. IC3, que Citroën nous a promis une révolution en matière de voitures électriques avec un modèle qui est accessible en dessous de 20 000 euros, bonus déduit. D'accord. On verra si c'est du low cost ou pas du low cost. Et tiens, on comparera à la Dacia Spring. Mieux ou moins bien? D'accord. Et côté airbag? Et côté airbag, j'ai pas testé pour tout vous avouer. C'est un truc que je n'essaye jamais quand je fais des essais. Et puis bien, puisque non, parce que vous conduisez bien. En même temps, c'est pas parce qu'on conduit mal que l'airbag des fois ça n'a rien à voir. J'ai d'airbag de ma vie encore. Allez, on va aussi parler de comment mieux choisir sa voiture électrique d'occasion, parce que ça y est, elles arrivent de plus en plus nombreuses sur le parc. Et oui, vous savez, il y a 3 fois plus de voitures d'occasion qui sont vendues que de voitures neuves. Donc le passage à l'électrique se fera obligatoirement avec les voitures d'occasion. Et il y a beaucoup de questions qui sont posées sur les voitures neuves électriques. Et il y en a encore beaucoup plus sur les voitures d'occasion. On tentera de répondre à certaines d'entre elles. Juste après-midi, attention, cours de mathématiques by l'ami Jean-Luc Moreau. Et vous aurez 2 heures pour faire cette équation. 8 pour 0. 8 de quoi pour 0. vous Alors, c'est pas du football. C'est pas l'ouverture de la Coupe d'Europe 8-0. 8 pour 0. Je vous le dis pas, tiens. Voilà, c'est la rubrique pneus et c'est 8 pour 0, donc vous restez pour savoir. Voilà, et arrêtez de faire le ménage, restez avec nous et faites travailler vos méninges, vous verrez, on en parlera en détail. Tiens, on va aller se balader du côté de Vinci Manœuvre. Exactement, parce que la semaine prochaine, il y aura un événement, alors, qui est unique en fait, puisque les gens, ça s'adresse à des voitures de collection d'avant la Deuxième Guerre mondiale, donc ce qu'on dit avant-guerre, et les gens qui vont à cette manifestation sont habillés comme à l'époque. Il faut obligatoirement avoir le costume qui va bien pour pouvoir rouler avec ces voitures. Alors il y a même une petite piste. Enfin, on saura tout. On aura avec nous l'organisateur de ça s'appelle Automobile Enthousiaste. Et puis juste à la fin de notre rendez-vous, puisque nous sommes déjà mi-juin, que certains d'entre vous vont partir en vacances début juillet, et même que ce soit en août ou en septembre, si vous passiez dans votre petit garage, celui qui est familial, celui qui travaille toujours aussi bien, on fera un point sur les Bosch Car Service. Oui, le plus grand réseau mondial de petits garages. Ouais, on adore. De ceux où il y a des gens la convivialité et le plus grand groupe du monde. Voilà. Donc, comment on peut concilier les deux? C'est une vraie question. Allez, c'est parti. Ensemble, vous pouvez nous écrire jeparticipe@sudradio.fr pour poser vos questions à l'ami Jean-Luc, puisque vous savez, cette émission, c'est la vôtre. Vous intervenez soit par téléphone, soit parce que vous nous avez écrit auparavant. On vous aura évidemment rappelé. Et vous êtes déjà avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. C'est parti jusqu'à 13h, également au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on en parle de plus en plus, et particulièrement ce matin sur Sud Radio, avec la pollution sonore de nos modes de transport et en particulier de la route. Julien Vic, bonjour. 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 Délégué général du SER, le syndicat des équipements de la route. Oui,
Julien, cette semaine, il y a eu donc une conférence pour parler d'un problème qu'on avait assez peu évoqué depuis fort longtemps. On parle de la pollution dans les grandes villes, et pas que les villes d'ailleurs, mais on parle rarement de la pollution sonore. C'est un sujet qui vient sur le devant de la scène. Il est vrai que à la fois ça gêne le sommeil de chacun, ça on le sait, quand il y a une voiture qui fait du bruit, une moto qui fait du bruit, ou même un avion, enfin quoi que ce soit, ça nous réveille, ça accroît le risque de développer des maladies cardiovasculaires, même le diabète, ça diminue la capacité d'apprentissage. Bref, c'est un fléau et on n'en parlait jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans cette conférence cette semaine ? Écoutez, effectivement, conférence cette semaine qui a été organisée à l'initiative du sénateur Guy Benarroche au Palais du Luxembourg. Et ce qui s'est dit, grosso modo, c'est que le coût de la pollution sonore, aujourd'hui, il est estimé à 147 milliards d'euros par an. Donc, 147 milliards. Ah oui, l'État cherche 20 milliards. Et alors, si tout le monde se taisait, arrêtait de faire du bruit, en fait, il n'y aurait plus besoin de chercher d'argent. Exactement. Donc, c'est le chiffre qui a été fait par le Conseil national du bruit et par l'ADEME. Et donc, derrière, c'est tous les coûts qui sont induits et qui sont impactés et qui impactent la sécurité sociale, notamment en termes de maladies. Vous en avez parlé, AVC, cholestérol, pression artérielle, le stress, etc. Bref, selon l'OMS, donc la santé mondiale, le bruit, c'est le deuxième facteur qui provoque le plus de dommages sanitaires après la pollution de l'air. Donc ça, c'est le constat qu'on a partagé au Sénat cette semaine. Et il y a surtout un Français sur deux qui est touché, c'est ça qui est terrible. 51% d'après le sondage que vous avez effectué, et même en région parisienne, c'est beaucoup plus que ça. Exactement, donc les Français ressentent de plus en plus ce bruit, cette gêne. Ce sont des enjeux qui sont assez compliqués malgré tout à mesurer. Le bruit est invisible, mais il est difficile à mesurer. Il y a malheureusement ce qu'on a dénoncé aussi au Sénat cette semaine, c'est que dans la LOM, la loi d'orientation des mobilités, il y a un droit à un environnement sonore sain. Sauf que malheureusement, problème, il n'y a pas de seuil qui qualifie ce droit à un environnement sonore sain. Donc grosso modo, vous pouvez faire du bruit, mais on ne vous dit pas qu'est-ce que le degré minimum d'acceptabilité par rapport au bruit. Donc ça, c'est un deuxième constat qu'on a fait aussi au Sénat, pour dire aux législateurs, il faut aussi travailler sur ce sujet pour pouvoir mettre des seuils, des niveaux, pour pouvoir mesurer et du coup apporter des solutions. D'accord. Et vous avez identifié en revanche les sources de pollution sonore ? Pardon ? Vous avez identifié les sources de pollution sonore. La principale nuisance, c'est d'ailleurs les transports, c'est la circulation automobile. Je dis automobile, mais les motos, les motos, les camions, tous les engins. La principale source qui a été ressentie, en tout cas par les Français, c'est le bruit lié au transport, à la fois la route, mais aussi le réseau ferré, mais essentiellement le bruit routier, bien avant les chantiers, les bruits du voisinage, l'aérien, par exemple. Et donc par rapport à ça, la question c'est aussi comment est-ce qu'on peut financer pour protéger les riverains et de manière générale les collectivités face à cette nuisance. Donc il y a différentes solutions, on peut peut-être en dire deux, trois mots. Oui, c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on a dressé le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Est-ce qu'on peut le faire partout ? Parce qu'il y a des zones où c'est pas possible. Voilà, donc quelques solutions qu'on peut citer malgré tout. Donc il y a les radars sonores qui ont été réalisés, qui ont été depuis quelques années, qui sont innovants et qui sont de plus en plus déployés sur le territoire. Il y a aussi des revêtements routiers qui sont phono-absorbants, qui permettent de limiter le bruit et par rapport à l'interaction entre la chaussée et le pneu du véhicule, par exemple. Ça diminue de combien pour s'arrêter un peu sur le revêtement, ça diminue de combien de décibels en gros? Écoutez, le seuil aujourd'hui en termes de dB qui est inacceptable, on va dire, c'est plus de 80 dB par rapport au seuil routier. Ouais, c'est l'équivalent d'un aspirateur. En fait, c'est l'équivalent d'avoir tout le temps un aspirateur branché à côté de vos oreilles. Ouais. Exactement, et grâce au revêtement phono-absorbant, grâce au mur anti-bruit, autre solution dont j'allais vous parler aussi, on peut réduire de 20 à 30 dB. Donc justement, en sachant que tous les 3 dB, on double la pression acoustique. Et puis en sachant qu'on ne peut pas mettre des murs anti-bruit partout. On prend le cas dans la région Île-de-France des descentes de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour les motards, et printemps-été, c'est vraiment limite octobre. Une balade absolument magnifique. Mais les villages ne vivent plus, mais on ne peut pas mettre de murs anti-bruit entre cette départementale et les villages.
Non, c'est certain, il y a une conjonction de mesures adoptées, alors en fonction de la topographie, en fonction du paysage, en fonction du territoire. Après, il y a des murs anti-bruit aujourd'hui qui existent en différents matériaux, qui sont transparents, qui sont aussi faits avec par exemple des nichoirs qui sont faits, des nichoirs à oiseaux, pour s'insérer dans les trames vertes en lien avec la Ligue de protection des oiseaux. Il y a des expérimentations du côté de Valence qui ont été faites pour s'insérer pour des questions de paysage, donc ça c'est aussi un exemple à souligner. Et un dispositif aussi qui est assez nouveau dont je voudrais parler, c'est ce qui se passe à Nice. Donc c'est ce qu'on appelle les dispositifs acoustiques urbains. C'est des murs anti-bruit de faible hauteur, d'à peu près 1 mètre de haut, et qui servent à sanctuariser les zones calmes. Et quand je dis zone calme, c'est par exemple un parc, c'est par exemple une crèche pour bébés. Là, on imagine en milieu urbain, je parle toujours des murs anti-bruit de faible hauteur qui permettent de sanctuariser, de vraiment délimiter dans la ville des zones calmes, des zones un peu refuge pour les citoyens. Mais si on repense à la crise sanitaire, par exemple, qui a eu lieu dernièrement, il y a vraiment eu un droit au silence qui est advenu, et les gens sont de plus en plus sensibles à ce sujet. Alors c'est encore des sujets qui sont nouveaux, mais on y vient dans les pays nordiques de plus en plus. C'est des sujets qui vont arriver très prochainement chez nous, quoi. Mais en ville, j'imagine qu'on peut travailler aussi sur les façades des immeubles pour qu'elles évitent de... Parce qu'on a un effet caisse de résonance dans une ville, en plus du bruit. Donc on peut... Est-ce qu'on peut atténuer avec des constructions différentes le bruit? Est-ce qu'en végétalisant, on peut atténuer le bruit également? Oui, il y a aussi des végétalisations de façade, c'est aussi le choix de certains matériaux quand on rénove justement les bâtiments qui existent, quoi. Encore une fois, c'est une conjonction de mesures en fonction du lieu où vous êtes, en fonction de la topographie, en fonction du milieu où vous vous trouvez. Et donc c'est une juxtaposition de différentes solutions qu'il faut pouvoir trouver et proposer aux citoyens pour faire en sorte que ce fléau le bruit puisse s'atténuer. Oui, on est d'accord que les véhicules modernes aujourd'hui sont moins bruyants que les véhicules anciens. D'abord, il y a une part de véhicules électriques qui devient de moins en moins négligeable. Donc une voiture électrique, c'est moins bruyant. Les pneumatiques ont fait des progrès aussi dans ce domaine. Ils sont moins bruyants qu'ils étaient il y a quelques années. Donc on va quand même, on va plutôt du bon côté. Oui, si on pense aux véhicules électriques par exemple, effectivement, on va du bon côté. Après, je pense toujours aussi aux petites mobylettes tripliquées, etc., qui font un bruit pas possible. Et qui sont normalement dans les centres-villes. Et qui sont normalement interdites, d'ailleurs. Normalement interdites, on est bien d'accord. Avec le contrôle technique concrète que vivent les gens. Avec le contrôle technique qui vient d'être mis en place pour le moment, on ne mesure pas le bruit des deux roues, mais le contrôleur a le loisir de refuser le véhicule s'il l'estime trop bruyant. Donc ça va se mettre en place progressivement. Donc le constat aujourd'hui, il est terrible, mais l'avenir s'éclaircit, si j'ose dire. Espérons effectivement, mais en attendant effectivement le coût sur la santé est un réel problème, et face à ça il y a besoin d'avoir des solutions qui sont tout du moins entendables et raisonnables en termes d'investissement, et en tout cas déjà de prise de conscience. Je vous parlais de ces droits à un environnement sonore sain qui n'est pas qualifié aujourd'hui dans la loi d'orientation des mobilités. C'est des choses qu'il faut pouvoir mettre en place pour pouvoir avoir une société plus apaisée et plus équitable. D'accord. Un revêtement qui fait moins de bruit, c'est beaucoup plus cher qu'un revêtement bruyant pour la chaussée? Ça dépend encore une fois du linéaire qui est appliqué sur l'enrobé par exemple, comme il y a des choses qui sont tout à fait abordables en termes de prix. Je peux vous donner un chiffre, par exemple. On parlait des murs anti-bruit tout à l'heure. Je sais qu'on est sur un coût moyen donc au mètre carré de 550 € le mètre carré. Donc vous rapportez ça à c'est pour le mur. Pour le mur à quelques centaines de mètres, le mur anti-bruit, effectivement, l'écran acoustique. Donc on est sur ces données-là. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables et faciles. Après, rapporter au coût social du bruit. Julien Vic, juste une dernière question. Moi j'en avais une par contre qui est bien. Oui, après, Proms, l'ami Jean-Luc. On sait que une partie de la réflexion des routes est sur les budgets ou des communes ou des départements ou des régions. Tout ce qui est effectivement revêtement anti-bruit, ce sera évidemment aussi sur leur budget, ou les murs anti-bruit, c'est également sur les budgets des communautés ou des départements ou des régions en fait. Oui, tout à fait, c'est l'équipement. Oui, mais donc là on a un problème. Urbain, oui, mais du coup, il y a un vrai souci budgétaire. Parce il y a un arbitrage, il y a des priorités qui sont à faire, j'en conviens, tout à fait. Alors moi, j'ai trouvé de l'argent, parce qu'il y a 470 000 ralentisseurs en France mon portefeuille. qui sont à la fois illégaux et qui génèrent du bruit, puisque la voiture ralentit. Ensuite, il y a le choc, la plupart du temps, ça s'entend.
les suspensions sur le ralentisseur et ensuite on réaccélère, donc on génère du bruit. Ça a été mesuré, il y a un huissier qui a effectivement constaté que ça générait du bruit supplémentaire. C'est des dépenses supplémentaires pour une efficacité qui est a priori nulle en termes de sécurité routière. Moi, je vous ai trouvé de l'argent. Un ralentisseur, c'est en moyenne entre 5 et 20 000 euros. Voilà, entre 470 000 fois 5 à 20 000 euros. Bon, bah, vous l'avez trouvé, votre budget Jean-Luc, président. Jean-Luc, président. Non mais c'est vrai, on parle jamais des fausses bonnes idées, quoi. C'est typiquement une fausse bonne idée. Moi je voyage en Europe partout dans l'année pour essayer des véhicules. On est le seul pays à avoir des ralentisseurs partout. Mais oui, c'est clair. Bon ben Julien, en tout cas, juste le point important, juste je vais finir. Vraiment, effectivement, c'est 147 milliards d'euros de coûts évités si effectivement en termes d'action sur la santé, on pouvait équiper le territoire et se prémunir de ces problèmes. Et enlever tous les ralentisseurs inutiles et qui ne sont pas aux normes, parce que ça coûte de l'argent et ça fait du bruit. On freine, on passe, on redépart. Voilà, donc tout ça, ça joue aussi. Merci beaucoup. Julien Vic, délégué général du SER, le syndicat des équipements de la route. Merci à vous. Allez, on continue notre rendez-vous. On est heureux de vous avoir en notre compagnie. Et n'oubliez pas, on va essayer, enfin pas moi, ce sera l'ami Jean-Luc, une Citroën électrique. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et juste avant midi, je vous rappelle que l'on va vous donner quelques bons tips, comme on dit aujourd'hui, quelques conseils pour parler un peu plus ancien, pour bien choisir son véhicule électrique d'occasion si vous en avez le projet. Mais pour l'heure, c'est Daniel que nous accueillons au 0826 300 300. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour à tous les deux. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Vous voyez, je suis en Espagne, là, tout va bien. Au bord de mer, pas de soleil. En bord de mer. Ouais. Bon, on arrive. On raccroche. On raccroche, Daniel, ça vous apprendra. Voilà, nananer. D'accord. Alors, on vous écoute, Daniel. Vous avez une question à nous poser. Oui, voilà. Je suis actuellement possesseur d'une voiture Nissan Qashqai de l'année fin 2022. C'est une e-Power, Nissan e-Power Qashqai. D'accord. Et que j'ai en location longue durée en LOA pour 2 ans. Ouais, et c'est donc court. 30 000, je fais 30 000, oui, mais je fais 30 000 par an. Donc c'est pas mal, et comme je savais pas trop si ça allait me plaire ce genre de voiture, j'ai préféré la prendre sur un temps assez court. D'accord. Et compte tenu maintenant du kilomètre, c'est pas bien. Ouais. Bon, j'en suis pas spécialement mécontent. Il y a quelques petits défauts, on va pas dire de jeunesse, parce que le Qashqai est quand même assez ancien comme véhicule. Mais la motorisation, par contre, est très originale. Moi, on va inverser les rôles, c'est moi qui veux vous poser des questions. Vous consommez combien, tiens, en moyenne avec cette voiture? Et après, je vous explique pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de spécial. Alors, en moyenne, je fais pas loin de 6 litres. Ouais. Pas loin de 6 litres. Si je fais que d'autoroute, alors là, je suis plutôt à 7 litres et quelques. D'accord. Mais en moyenne, c'est ça. Je suis aux alentours de 6 litres, quoi. Voilà. Eh ben, c'est ce que j'aime. Moi, j'avais fait 6 litres 3 quand je l'avais essayé, en comptant à la fois l'autoroute et la route. Donc, on est à peu près dans les clous. Jean-Luc, vous avez dit, elle a un moteur un peu original. Alors, c'est très particulier. Il y a très peu de véhicules sur le marché qui reprennent ce principe. On appelle ça un hybride série. C'est quoi un hybride série? Alors, Nissan fait la pub en disant c'est une voiture électrique qu'on recharge jamais. C'est un peu vrai, mais on met quand même de l'essence dedans. Mais c'est toujours le moteur électrique qui entraîne les roues, et il y a une batterie, et quand cette batterie commence à se vider, elle n'est pas très grosse, vous avez un moteur thermique qui se met en route et qui fait groupe électrogène. Voilà. D'accord, qui recharge la batterie. En fait. Exactement. Pour simplifier, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Ça permet, alors ça permet quoi? Ça permet d'avoir la douceur de roulage en électrique. Ça, c'est vrai qu'on a plein de phases de roulage en électrique où la voiture à la fois a du couple au démarrage, donc c'est agréable à conduire, et puis il y a peu de vibrations, mais en termes d'efficacité énergétique, on a de multiples phases de transformation, puisque vous avez de l'essence, un moteur thermique avec un rendement qui est excellent, mais qui est moins bon qu'un moteur électrique tout seul, une batterie, la batterie ensuite enfin bref, on perd à chaque niveau, et au final, c'est moins efficace, par exemple, qu'un hybride Toyota de même puissance. Voilà. D'accord. Bon, après, dans les questions que vous aviez, Daniel, est-ce que c'est fiable? Eh ben, je vais vous retourner la question. Vous n'êtes pas tombé en panne. En même temps, elle est jeune, hein.
Voilà, et c'est une technologie... Ouais, c'est une technologie toute récente, donc on n'a pas assez de recul pour vous dire si c'est fiable ou pas. Le moteur électrique, c'est fiable. Les batteries, maintenant, on sait que c'est fiable. Le moteur thermique, c'est un moteur très particulier. C'est un 3 cylindres 1,5 litre qui a, attention Laurence, asseyez-vous, un taux de compression variable. C'est le premier moteur de grande série au monde avec un taux de compression variable, ce qui lui permet, quand on est à faible charge, c'est-à-dire quand vous accélérez peu, vous avez un taux de compression qui est très élevé, donc avec un rendement qui est très bon. Quand vous accélérez plus fort, vous avez un taux de compression qui diminue, ce qui évite d'avoir du cliquetis dans le moteur. C'est un peu technique, mais il s'adapte automatiquement, le rendement s'adapte automatiquement, et ce qui permet de faire des économies quand on n'a pas le pied trop lourd. Ok, voilà. Au bout de 3 ans avec Jean-Luc Moreau, ça y est, je comprends les choses. Super. Bon, il a un rendement moyen de 38%, c'est plutôt pas mal. Hein, pour alors, j'aimerais bien excusez-moi, que les questions de Daniel quand même, parce qu'on arrive bientôt à la... Daniel, fiabilité, je peux pas vous répondre, c'est trop récent. Ok, alors quelle question vous aviez à poser, Daniel? Excusez-moi l'ami Jean-Luc. Hein. Oui, je vous en prie. Et déjà, c'est bien parce que Jean-Luc vient de répondre un petit peu à une question que je me posais. C'est vrai que le côté asservissement du moteur thermique, je comprenais pas trop bien comment ça fonctionnait en fonction de l'accélération, parce que c'est quand même très rapide. Et ce système de ce que vous venez d'expliquer en truc réglable, là, le taux de compression variable. Le taux de compression variable. C'est certainement ça qui permet quand même cette douceur de fonctionnement. Oui, et surtout, quand vous êtes à faible charge, vous avez une consommation qui est très basse. Mais en revanche, quand vous êtes sur l'autoroute, vous avez remarqué, ça consomme à peu près comme un modèle essence équivalent. Voilà, tout à fait. C'est la limite de l'exercice, mais c'est un très bel exercice mécanique. Alors après, j'ai vu dans vos questions, vous vouliez le faire rouler à l'éthanol, c'est ça aussi? Voilà, le problème, c'est malheureusement, vous êtes en train de répondre, j'ai malheureusement l'impression que vous êtes en train de répondre à la question numéro 2, à savoir que ça risque d'être un problème pour la facette éthanol. Exactement, parce que taux de compression variable. Alors l'éthanol, l'avantage, c'est qu'il a un taux d'octane qui est supérieur à l'essence, on est à 102, entre 102 et 104. Il faut quoi, 80-90 l'essence? L'essence, on est entre 95 et 98. Le SP 95 c'est 95 et le 98 c'est 98. Donc avec un taux d'octane supérieur, on pourrait avoir un taux de compression plus élevé. Donc le moteur pourrait avoir un rendement encore meilleur. Maintenant, vous dire si il y a un fabricant qui a fait un boîtier qui peut s'adapter au fonctionnement de ce moteur-là, je peux même vous répondre, je suis sûr que non. Je suis sûr que non, parce que c'est tellement sophistiqué qu'avant d'arriver à faire fonctionner un boîtier éthanol avec ce moteur-là, ils vont s'arracher les cheveux. Puis en plus, il y en a très peu sur le marché, et Nissan est le seul constructeur à proposer un moteur comme ça. Donc développer un boîtier, je pense pas. Maintenant, faire un mélange éthanol-essence dans ce moteur-là, je serais vous, non, elle est sous garantie, je ferais pas ça. Quoi. Donc vous oubliez l'éthanol. Bon. Ben voilà, Daniel. Je fais pas mal de kilomètres et que j'aurais bien aimé. Oui, non, mais malheureusement, c'est un prise de risque, c'est un trop gros risque. Vous serez le premier au monde à prendre ce risque-là. Donc ça vaut peut-être le coup si vous voulez faire un blog, mais autrement, si vous tombez en panne, ça va vous coûter cher. Podcast. Non, mais par contre, si vous êtes vraiment content de la voiture, à 6 litres, c'est quand même pas si mal en termes de conso. Non, c'est bien. En agrément, c'est pas mal. En agrément, c'est pas mal. Mais je vous dis, c'est budget carburant plus élevé qu'avec un véhicule équivalent à batterie et plus élevé qu'avec un hybride Toyota, dont on connaît la fiabilité et qu'on peut juger pas parfaite, mais pas loin. Presque. Daniel, à vous de choisir si vous gardez votre Nissan ou pas. Voilà, tout à fait. Mais c'est une très bonne marque. Hein. Moi, j'aime beaucoup Nissan. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis là, je vous dis, l'exercice du moteur. Alors, je comprends pas pourquoi ce moteur-là, ils l'ont pas mis bêtement dans une voiture. Moteur thermique essence là, qui est extrêmement bon en rendement, pourquoi ils l'ont pas mis directement? Alors, Nissan Qashqai, c'est une voiture, je comprends pas. Ce que je veux dire, dans une voiture essence, sans avoir le moteur électrique. Mais en même temps que j'étais en train de vous le dire, je sais pourquoi. Alors? Voilà, parce que dans certaines phases, il aura un couple qui est trop faible, et là c'est compensé par le moteur électrique qui entraîne les roues, et donc le moteur électrique, il a un couple très important, il a une batterie en tampon au cas où. Voilà. En tout cas, vous faites comme Daniel. Vous pouvez soit nous appeler au 0826 300 300 pour poser votre question, soit vous nous envoyez un mail. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet, et puis vous mettez toutes vos coordonnées, votre numéro de téléphone. On traite tous les mails. Et puis, puisqu'on parlait de Nissan, je vais faire un peu ma pub, parce que si le 19 juin à 19h vous n'avez rien à faire, je vous donne rendez-vous sur le site nissan.fr. J'aurai le bonheur de vous présenter ce qu'on appelle un live shopping avec le Nissan Juke. Vous pourrez vous offrir le Nissan Juke le 19 juin à 19h en direct avec moi.
quoi. À partir de 500 €. Ça vous offrir un peu plus, quoi. Mais je sais qu'il y aura une super belle surprise pour les gens qui veulent acheter un Nissan Juke. Il y aura une très grosse surprise commerciale. Donc voilà. Allez, c'est fait. Je vais me faire gronder par les boss, mais c'est pas grave, c'est passé. À tout de suite. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle toujours vrai également dans On parle auto, surtout quand l'ami Jean-Luc essaie les voitures. Il vous dit tout ce qu'il en pense. Les essais que vous retrouvez en vidéo complète sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, on y va. On va prendre dans quelques secondes le volant de la Citroën IC3. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant aussi sur la page Facebook de Sud Radio où on voit une partie de la vidéo, Jean-Luc. Ouais, un véhicule particulièrement important pour Citroën puisque c'est le modèle le plus produit de son histoire. Et oui, la C3 a dépassé la 2 chevaux. Elle représente même 30% des ventes de la marque. C'est la 4e génération de C3. Elle repart pratiquement d'une feuille blanche et propose même une version 100% électrique qui entend concurrencer la Dacia Spring. Bon, le changement... Oui, d'accord. C'était pour faire leur sort avec la Spring. Bon, le changement est très net au niveau du look, puisqu'on a des formes, on avait des formes rondes auparavant sur les C3, et maintenant on a une stature plutôt carrée. La face avant est verticale. Elle a été très travaillée avec un grand logo central. On a quand même des feux full LED malgré le tarif serré. Et à l'inverse, on a des panneaux de carrosserie latéraux qui adoptent des formes simples pour faire des économies, évidemment. Et puis la face arrière reprend les mêmes codes que l'avant. C'est une grande voiture dans sa catégorie puisqu'elle dépasse les 4 mètres, 4 mètres 01 pour être précis. Elle affiche donc une vocation familiale qui est affirmée par la taille du coffre, 310 litres, c'est correct, et par une habitabilité arrière plutôt généreuse. Et les passagers sont d'autant mieux installés que sur cette version haut de gamme, il n'y a que 2 finitions. Là, c'est la finition haute qui s'appelle Max. La sellerie est particulièrement confortable. Ce sont les fameux sièges Advance Comfort de Citroën avec 2 densités de mousse différentes, une pour l'assise moelleuse et puis l'autre pour un bon maintien latéral. Et à l'avant, on a également sur cette finition un siège conducteur réglable en hauteur. Pour tout vous dire, je m'attendais à une finition beaucoup moins réussie dans l'habitacle. Alors certes, les matériaux sont basiques, en particulier les plastiques qui sont durs, mais on a une présentation générale qui est réussie avec des lignes horizontales qui me rappellent 2 chevaux, eh oui. Et puis un peu à la façon Peugeot, l'instrumentation est placée dans la partie supérieure du tableau de bord, avec une différence notable toutefois par rapport aux cousines socialiennes, c'est que quelle que soit la position du volant, eh bien il ne cache jamais les compteurs et ça c'est plutôt bien. Ouais. Bon, j'aime également le bandeau en tissu qui habille la planche de bord sur cette finition Max, c'est plus chaleureux, ça fait même presque chic. Cette version profite aussi d'un grand écran de 10,25 pouces, d'ailleurs l'équipement est particulièrement complet avec par exemple une clim automatique, une caméra de recul, un chargeur de smartphone induction, etc. etc. Véritable tour de force économique, c'est sous le capot qu'on le trouve. Cette C3 électrique embarque en effet un moteur synchrone à aimant permanent développant 113 chevaux qui est alimenté par une batterie. On appelle ça LFP, c'est le lithium fer phosphate, c'est une technologie moins chère. 42 kWh utiles. Tiens, par comparaison, la première Zoé, elle offrait 88 chevaux et 22 kWh pour un prix supérieur, batterie incluse. On voit les progrès qu'ont fait les voitures électriques ces dernières années. La première impression au volant, eh bien, c'est celle d'un confort remarquable. La voiture, elle est dotée des fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive qui, ajouté au moelleux des sièges, procure vraiment la sensation de tapis volant des grandes Citroën dans une petite voiture et ça c'est vraiment bien. Le moteur électrique il se marie très bien avec cette douceur générale grâce à son absence de vibration et son silence. Il fait preuve d'une vivacité suffisante mais malgré la puissance, 113 chevaux, il vous donne pas un coup de pied aux fesses lors des accélérations. C'est dû au faible couple du moteur, 120 Nm, et au poids assez important de la voiture, 1500 kg. La IC3 passe quand même de 0 à 100 en secondes. C'est bien mieux que la Dacia Spring dont on parlait tout à l'heure, qui fait l'exercice en 19 secondes. Dans les virages, la française qui dispose d'une monte pneumatique digne de ce nom et pas de pneus chinois, ainsi que d'un châssis qui est un peu plus abouti, qui a d'ailleurs été optimisé pour l'Europe, et aussi beaucoup plus à l'aise que
que la roumaine. Certes, la prise de roulis est importante, mais le comportement reste sain en toutes circonstances. Elle est aussi beaucoup plus polyvalente et capable de prendre l'autoroute. La vitesse maxi est bridée à 135 km/h, mais on peut sans problème adopter 130 km/h de moyenne. À ce rythme, la consommation m'a semblé un peu élevée, 21,7 kWh au 100 km. C'est beaucoup plus raisonnable sur route, avec une conso moyenne pendant mon essai de 13,2 kWh au 100. C'est mon record d'ailleurs pour un véhicule électrique. Dans ces conditions, l'autonomie maximale de 326 km revendiquée par Citroën n'est pas très loin. En usage mixte, on fera environ 250 km dans des conditions favorables. Les possibilités de recharge sont aussi plus étendues qu'avec la Dacia. Elle embarque ainsi un chargeur de 7,4 kW en courant alternatif, 11 kW en option pour 400 €. Et puis en courant continu, surtout, on passe à 100 kW. Il faut alors compter 26 minutes pour passer de 20 à 80% sur un chargeur rapide. Alors malgré ces qualités réelles, Citroën a réussi à maîtriser le tarif de cette C3 électrique. En version de base qui s'appelle You, elle est vendue 23 300 €. Bonus écologique déduit, c'est 4 000 €. Hein. On passe donc sous la barre des 20 000 € à 19 300 €. En revanche, la marche est un peu haute pour la finition haute, c'est 4 500 € de plus. Cette version max s'affiche à 27 800 € avant bonus. Donc, Monsieur Citroën, s'il vous plaît, faites une version entre les deux avec les sièges confortables, mais en enlevant toutes les options qui servent à rien. Et on aura sans doute une des meilleures voitures électriques du marché, parce qu'elle est super confort, et puis on n'a pas besoin de plus quand on a besoin d'une petite familiale. Alors, il faut éviter l'autoroute, mais pour tout le reste, elle fait super bien. Beaucoup mieux qu'une Dacia Spring, d'ailleurs. Eh ben, bravo. Bon, là, le seul truc ne nous dira pas si effectivement il y a cette histoire d'airbag, ils ont changé de fournisseur, ça y est, c'est fini. Non, c'est plus le problème aujourd'hui. La société Takata a déposé le bilan depuis 2017, donc c'est un vieux... Et je sais qu'il y a des questions qui arrivent sur la page Facebook, donc je préfère vous les poser. Là, on n'est plus du tout sur les mêmes. Pas de rapport. Aucun rapport de vitesse ou... Oui, non. Allez, dans quelques instants, on va vous accueillir au 0826 300 300 et je vous rappelle que vous retrouvez l'essentiel de la vidéo de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et avant la fin de l'émission, on vous donnera la parole aussi au 0826 300 300 pour poser votre question à l'ami Jean-Luc. Mais tout de suite, si vous avez envie d'acheter une voiture électrique d'occasion, restez, ça vous concerne. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Quelques conseils pour bien choisir son véhicule électrique d'occasion avec Ludovic Coutan, responsable du programme Advenir Formation, en direct des 24 heures du Mans. Bonjour Ludovic. Bonjour. Voilà, bonjour et ravi d'échanger avec vous. Qu'est-ce que vous faites sur les 24 heures du Mans? Ouais, et vous y faites quoi là? Vous roulez vous? Alors, on a un stand Electric Box, donc financé par le programme Advenir, qui vise à informer et sensibiliser sur la mobilité électrique, comment ça marche, sur quel véhicule, vers quel véhicule se tourner, etc. Et donc, on est très heureux d'avoir également l'opportunité d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Oui, donc ceux qui auront des questions supplémentaires à vous poser, qui sont 24 heures du Mans, pourront aller vous voir directement. Bon, pour commencer, Ludovic, ça représente quoi le marché du véhicule d'occasion électrique? Parce que c'est un marché naissant en fait. Tout à fait. Alors c'est un marché naissant parce qu'on va retrouver effectivement aujourd'hui sur ce marché les véhicules qui ont été vendus il y a 3, 4, 5 années et un peu plus. Donc les volumes de vente n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et n'étaient pas non plus ce qu'ils seront demain. Donc tout ça, ça se construit. Les bonnes nouvelles, c'est que ça commence à être très significatif. Donc là, on vient de lancer un baromètre, l'Aver France, donc qui est la structure qui pilote le programme Advenir. On vient de lancer un baromètre sur les véhicules d'occasion et au dernier trimestre, donc, on a recensé plus de 28 000 transactions et donc c'est une progression de 70% par rapport au précédent trimestre, qui est assez important et qui correspond finalement à la progression des ventes de véhicules neufs d'il y a 3-4 ans. Oui, donc ça se reporte, effectivement.
Ouais. Voilà, ça se reporte et ça arrive et de plus en plus, on pourra y trouver des modèles à tous les prix, de toutes les gammes, de tous les segments et c'est bon pour tout le monde puisque ça permettra de s'équiper avec le véhicule qui correspond à ses besoins. D'accord. Il y a des grosses décotes sur les véhicules électriques, plus que sur les véhicules thermiques ? Alors on reporte pas de décote particulièrement différente de ce qu'il y a sur le thermique, donc ça va suivre un peu les mêmes courbes. C'est les mêmes tendances, d'accord. Voilà. Et alors, je veux acheter un véhicule électrique d'occasion. Bon, évidemment, en premier lieu, c'est le prix qui va déterminer vers quel véhicule je vais aller, mais aujourd'hui l'offre est assez large. En revanche, il faut que je regarde spécifiquement quoi sur un véhicule électrique d'occasion. La confiance, moi je suis un peu touchy encore, l'histoire de batterie et tout. Voilà. Alors sur un véhicule électrique d'occasion, donc il est vrai que quand même 80% des questions qu'il va falloir se poser sont aussi valables pour un véhicule électrique neuf et un véhicule électrique en général. Donc la première chose effectivement, ça va être de faire le point sur ses besoins et de trouver le véhicule qui va en adéquation avec ses besoins. Par exemple, si on est surtout sur un usage pendulaire et donc de trajet domicile-travail, on va pouvoir se diriger vers un véhicule dont l'autonomie est on va dire, voilà, un véhicule dont l'autonomie est même inférieure à 300 km sera largement suffisant pour remplir ce besoin de manière très efficace. En revanche, si on veut pouvoir faire de la longue distance, à ce moment-là, il va falloir privilégier les véhicules qui ont 300 km d'autonomie et plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est loin d'être chose rare, puisque la moyenne des véhicules sur marché est à environ 350 km d'autonomie. Ouais. Donc ça, c'est le premier conseil, parce que dès lors qu'on passe sur cette catégorie de véhicules, on va pouvoir aborder des trajets de longue distance de manière sereine, puisqu'il est possible maintenant de se recharger en 15 à 30 minutes sur une borne ultra rapide dont toutes les aires d'autoroute sont équipées. À condition d'avoir un véhicule qui accepte de la charge rapide, parce que si on prend par exemple une Zoé, il y a eu certaines Zoé qui avaient de la charge à 22 kW maxi, donc ça, si vous voulez faire de l'autoroute et faire des longues distances, c'est pas possible. Vous allez être obligé de vous arrêter. C'est le point sur lequel j'allais arriver, c'est effectivement que après, donc quand on a ce besoin de longue distance, il va y avoir différents éléments qu'on va pouvoir aussi vérifier pour optimiser son confort. Donc le premier, effectivement, plus on sera au-dessus de 300 km d'autonomie, plus son confort sera important parce qu'il y aura un besoin d'arrêt moins fréquent. Pour autant, 300 km, voilà, c'est plus de 2 heures de conduite sur l'autoroute, donc c'est quand même relativement confortable. Et après, il y a la puissance de recharge. Et là, effectivement, pour avoir cette recharge en 15 à 30 minutes, il va falloir préférer des véhicules qui sont équipés de recharge dite à courant continu, dont la puissance est supérieure à 100 kW. Oui. Alors, ça, mais la vraie question dans tout ça, Ludovic, c'est sur un véhicule d'occasion, est-ce qu'on perd beaucoup en capacité de batterie avec l'âge, avec le kilométrage? Le vieillissement de la batterie, comment on peut le définir? Voilà, très bonne question. Donc le véhicule électrique, effectivement, il va être doté d'une batterie et quand on achète un véhicule d'occasion, c'est vrai que c'est un des composants sur lequel s'intéresser. Donc une batterie, en fait, elle va être considérée de bonne qualité à partir du moment où sa capacité est supérieure à 80% de sa capacité initiale. Donc tant qu'elle n'a pas perdu plus de 20% de son efficacité, enfin de son autonomie, on va considérer qu'elle est en bon état. Et on appelle ça donc le SOH, State of Health, ou l'état de santé de la batterie, si on veut utiliser des termes français. Et ça peut être mesuré avant l'achat du véhicule. Voilà, donc on va pouvoir le demander soit au vendeur. Après, on peut aussi l'approximer. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'une batterie, elle va atteindre ce SOH de 80% à partir, entre 200 et 500 000 km parcourus. Oui, ça laisse de la marge. Voilà, ça laisse de la marge, surtout quand on sait que c'est à peu près 200 000 km, c'est à peu près le kilométrage qu'un véhicule classique va parcourir sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc on est déjà sur une durée qui est supérieure à la durée de vie moyenne d'un véhicule, donc ça c'est rassurant. Et ensuite, plus on aura un kilométrage important, plus on aura de chances de se rapprocher de ce SOH. Et donc le kilométrage permet aussi d'approximer l'état de la batterie. D'accord. Bon, écoutez, Luc,
Jean-Luc, Ludovic, bon 24 heures du Mans. On va vous Mans. renvoyer sur tous les gens parce qu'il y a un site internet qui est très bien fait pour vous aider à choisir ce véhicule électrique. Voilà. Donnez-le nous rapidement. Je roule dans l'électrique.fr. Exactement. Merci. Tous les on conseils. trouve notamment Et puis, un guide pas à pas. Eh ben super. Et puis surtout, Et bon, 24 heures du Mans. au-delà de Ludovic, d'ailleurs, si on est bien avec son garagiste, on va rencontrer des garagistes de Bosch Car Service à la fin. On peut aussi avoir avec eux, voilà, prendre quelques conseils. Mais tout est bien fait maintenant. Merci beaucoup, Ludovic Coutan, et bon 24 heures du Mans, puisque la course va débuter cet après-midi. Quant à nous, on va accueillir maintenant Daniel sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Et avant le retour de l'info sur Sud Radio, donc juste avant midi, on accueille Daniel sur On parle auto. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien avec le soleil. Ah bah vous avez du soleil, vous, c'est cool. Vous êtes où? Ah oui, je suis en Haute-Loire, à Montfaucon-en-Velay. Ah, c'est très beau. Allez, on vous écoute. Voilà, je vous téléphone donc pour un Scénic de 2007 avec un moteur TCE qui appartient à ma fille qui a 70 000 km. 70 000 km, il n'est pas encore en panne. La mauvaise. Ben non, mais c'est pas... à partir de 50 000, le 1 litre de TCE, en fait, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Oui, vous avez raison parce que je vais vous expliquer. Voilà, donc ma fille a acheté cette voiture en particulier, tout se passait bien. Un mois après, elle veut reprogrammer et passer à l'éthanol. Bon, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, au cours d'un voyage, la température a augmenté et s'approchait du voyant, donc et le chauffeur a ralenti la cadence et la température est redescendue. D'accord. Voilà. Donc ça les a un petit peu inquiétés. Ensuite, ils sont allés voir chez Renault s'il y avait quelque chose à faire. Mais auparavant, comme elle avait été programmée à l'éthanol, ils l'ont retransformée et reprogrammée à l'essence. Oh. Oui. Et donc, chez Renault, ils ont diagnostiqué un problème de radiateur. D'accord. Et bon, donc voilà, la voiture, elle ne roule plus parce que bon, ils ont un petit peu des inquiétudes par rapport au moteur, par rapport au casse-moteur. Et je me posais la question, donc, c'est de savoir si c'était bien le radiateur et non pas un thermostat qui fonctionnerait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer de ce qu'il y a, quoi. Il y a deux choses. Elle a commencé à surchauffer au moment où elle avait la reprogrammation pour rouler à l'éthanol. Alors, il y a une possibilité, mais il fallait démonter une bougie à ce moment-là pour voir. Si les bougies avaient été un peu blanches, ce qui peut provoquer la surchauffe du moteur, c'est un mélange trop pauvre. Voilà. Donc, et typiquement, la reprogrammation, en général, ceux qui font de la reprogrammation, ils font ça. Il n'y a pas beaucoup de gens très sérieux qui font ça. C'est illégal, on va le redire. Mais qu'est-ce qui est illégal? Pardon, excusez-moi. La reprogrammation, c'est illégal. On n'a pas le droit de le faire. Vous avez le droit de monter un boîtier homologué, mais vous n'avez pas le droit de faire une reprogrammation. Le risque d'une reprogrammation un peu aléatoire, c'est effectivement un mélange trop pauvre. On n'injecte pas assez d'éthanol. Donc, vous allez avoir des bougies qui vont être blanches, vous risquez de percer un piston et surtout le moteur va chauffer. Donc ça peut être une des raisons de la surchauffe. La deuxième que vous avez évoquée, effectivement, ça peut être tout bêtement, il y a un calorstat dans le circuit, c'est-à-dire que quand vous démarrez votre voiture, au début, pour faire chauffer le moteur plus rapidement, vous avez, allez, je vais faire simple, quelque chose qui bouche le circuit d'eau et qui va s'ouvrir avec la température. Voilà, c'est ça, c'est un calorstat. Et donc, ce calorstat peut être bloqué, donc c'est rien du tout à changer. Il suffit, quand le moteur est chaud, de mettre sa main sur le radiateur. Si on se brûle, c'est que le calorstat marche. Si on se brûle pas, c'est qu'il marche pas. Mais du coup, si je comprends bien ce qu'elle nous a raconté Daniel, quand ils l'ont emmené... Ils disent changer le radiateur, avant de changer le radiateur. C'est pas ça, mais quand ils l'ont emmené chez Renault, ils ont de nouveau enlevé le... Oui, ils ont enlevé la reprogrammation. De toute façon, à chaque fois que vous emmènerez votre voiture chez le constructeur, s'il y a une reprogrammation, ils vont vous l'écrabouiller, la reprogrammation. Donc c'est faut pas le faire. Faut pas le faire, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait Daniel? Il enlève une bougie ou c'est trop tard? Non, là c'est trop tard. Là, le moteur, il va tourner normalement. Il doit être, puisqu'il est remis d'origine en carburation, il ne sera pas en mélange trop pauvre. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous avez vérifié que le radiateur chauffait correctement quand le moteur était... Il chauffe pas. C'est ça, c'est le calorstat, tout bêtement. Ils vous ont pas aiguillé sur cette piste-là au garage. Ah, pas du tout. Ils sont garagistes, vous êtes sûr? Non, mais là, c'est l'arnaque la plus complète. Oui, mais c'est pas ça. C'est que vous savez, eux, ils branchent
branchent leur valise, là, ils branchent sur la prise diagnostique. Le Calorstat, c'est purement mécanique, il s'ouvre quand c'est chaud. Donc, il n'y a pas de fil qui va au Calorstat pour dire s'il marche ou s'il ne marche pas. Donc, eux, ils voient qu'il y a une surchauffe, ils disent on change le radiateur. Donc, qu'est-ce que Daniel il fait? Il va voir un autre garage. Il va avoir un garage, un petit garagiste. Genre, voilà. Vous allez voir un petit garagiste et vous lui dites changez-moi le Calorstat. La pièce en elle-même, il y en a pour aller, je vais vous dire, 25 €. Et puis, avec la main-d'œuvre, en une demi-heure, c'est fait. Un peu plus, parce que je me suis renseigné déjà. Non mais c'est vrai. Excusez-moi parce que c'est un scénic et donc le scénic en accessibilité mécanique c'est miséreux. Voilà. Okay. Donc il y en aura. Bon pour un Daniel, peu plus vous longtemps. faites ça et puis vous nous tenez au courant. Faites faire ça, ouais. Calorstat. Et puis cherchez un joli petit garage pas très loin de chez votre fille. Oui, mais je connais des gens qui sont très bien. Et puis évitez à l'avenir les reprogrammations. Franchement, je comprends. On vous embrasse fort. C'est gentil, merci. Et belle journée, bon week-end du côté de la Haute-Loire. Allez, à suivre le retour de l'info, puis après on va parler pneus avec une opération mathématique. Vous avez 10 minutes, 8 pour 0. Je veux le résultat à 12h04. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ensemble pour cette deuxième heure. Merci d'être avec nous tous les samedis. Vous savez que l'émission, vous pouvez aussi la réécouter en replay sur le site de Sud Radio. Alors au programme, l'ami Jean-Luc a décidé de nous promener du côté de Vinci Manœuvre avec un de nos amis qu'on aime bien d'ailleurs. Oui, on sera avec Olivier Debras qui est l'organisateur du Automobile Enthousiaste qui fêtera cette année son 3e anniversaire. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Alors déjà, c'est dans un cadre bucolique, 65 km de Paris, dans la région du Pays de Meaux, dans le cadre d'une ferme. Du Brie de Meaux, pardon. Non, des véhicules, très sympa. Des véhicules des années 1920 à 1945, une quarantaine de véhicules que vous allez pouvoir rouler. C'est pas une expo. Alors il y a des gens qui vont venir avec des voitures de collection, donc il y aura un super beau parking, mais en dehors de ça, vous avez un circuit qui est organisé où vous verrez rouler toutes ces automobiles anciennes avec des pilotes qui seront habillés comme à l'époque. Exactement, entrée libre et on fera évidemment un détail complet. C'est gratuit, c'est vraiment chouette. Ce sont les 22 et 23 juin prochains, on en parlera. Dossier actualité, on parlera des petits garages. Tiens, on en parlait juste avant l'info, qui travaillent très très bien avec tout le réseau Bosch Car Service. Et effectivement, avec une petite opération là pour les climatisations. Jusqu'au 13 juillet, il y a un cadeau qui est offert pour les enfants. On en parlera en détail. Faire recharger votre clim. Et puis surtout, on vous dira, faites recharger la clim. On va surtout parler de Bosch Car Service. Qu'est-ce que c'est Parce que vous savez que c'est notre partenaire principal. Donc c'est bien de vous expliquer ce que c'est aussi. Et puis, Félicie. On aura aussi l'occasion de vous donner la parole au 0826 300 300. Allez, moi je vous propose, on démarre tout de suite, on parle pneu. On parle pneu avec ce fameux 8 pour 0. C'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. Alors, depuis le début de l'émission, je vous dis qu'il y aura un cours de mathématiques 8 pour 0. Si A égale B, racine carrée de C. On n'en est pas là du tout. François Tarin, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef d'AutoPlus. Oui, exactement. Bon. On va parler de pneus. 8 pour 0 égale la tête à Toto. 8 pour 0. Non, c'est une nouvelle réglementation qui est applicable depuis le 1er janvier 2024. Je vais vous dire ce que c'est. Après, on va demander à François ce qu'ils ont vérifié. Alors, les particuliers peuvent, depuis le mois de janvier, déposer 8 pneus usagés sans obligation d'achat chez les professionnels qui vendent des pneumatiques. Donc vous avez des vieux pneus qui sont dans votre cave, les vieux pneus dans votre jardin par exemple. Laurence, là où j'ai mis les pots de fleurs. Les pots de fleurs, le puits avec les nains, tout ça, vous pouvez le ramener chez un revendeur de pneus. C'est l'article R541-160 du Code de l'environnement qui oblige ces vendeurs de pneus
à la condition qu'ils aient un magasin d'au moins 250 mètres carrés, vous allez voir que ça, c'est pas forcément simple, à reprendre les pneumatiques. Donc la question que s'est posée Autoplus, c'est est-ce que les professionnels du pneu respectaient cette nouvelle réglementation? Donc comme eux, ils ont plein de pneus partout chez Autoplus, c'est ça François, vous en aviez plein la cave, vous saviez pas quoi en faire, vous avez dit tiens, on va faire une caméra cachée pour voir si les distributeurs reprenaient les vieux pneus. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est une mesure de bon sens qui va dans le sens du recyclage et pour laquelle il n'y a eu, sauf faire de ma part, aucune communication de qui que ce soit depuis le début de l'année. Ah si, alors là, attention, pour pas que Dominique Stemfeld hurle. Le syndicat du pneu a fait une communication à l'attention de ses adhérents justement pour parler de cette nouvelle réglementation. Et je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission quand on avait invité Alia Pur, donc qui s'occupe du recyclage des pneus, une des sociétés qui s'occupe du recyclage des pneus. On en avait déjà parlé. Donc il y a quand même une petite communication en la matière. Alors il y a une communication du secteur, mais une communication du gouvernement, parce qu'il faut le rappeler, c'est comme une mesure qui a été mise en place par la loi anti-gaspillage et économie circulaire, pour laquelle il aurait été de bon ton que le grand public soit informé de manière un petit peu plus globale. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, François Tarin, vous qui êtes rédacteur en chef adjoint Autoplus. En plus, ça évite les décharges de pneus n'importe où, quoi. Donc c'est hyper écologique. C'est du bon sens. Bah oui, du bon sens parce qu'on peut avoir une certaine pudeur quand on a ses pneus dans sa cave à se demander que vais-je en faire? Je n'ai pas de pneus achetés en échange. J'ai juste ces vieilles gommes qui traînent et qui polluent et qui se détériorent avec le temps. Le mauvais réflexe serait de les jeter dans la nature. L'autre est de les stocker, de ne rien en faire et que finalement ils pourrissent sur pied. Aujourd'hui, il y a une obligation de reprise sans condition d'achat de pneus neufs en échange. C'est frappé du coin du bon sens, sauf que maintenant la loi l'acte de manière un peu plus précise avec, comme vous l'avez précisé en préambule, cette tambouille sur la surface commerciale qui rend la mesure obligatoire pour certains, facultative pour d'autres. Ouais, 250 mètres carrés, oui, vous avez voulu vérifier. Oui. 250 mètres carrés en prenant en compte en plus la surface de stockage des pneus derrière, pas que la surface commerciale. Alors attendez, pour que ce soit clair, si j'ai bien compris François, si j'ai une structure qui est beaucoup plus petite que ça, je ne suis pas dans l'obligation de prendre les 8 pneus par particulier qui vient me les déposer. C'est facultatif. Alors l'esprit de la loi, c'est de généraliser cette reprise. Il y a cette contrainte qui impose aux grosses structures de le faire de manière réglementaire, et il y a cet appel au bon vouloir des structures un peu plus petites d'y aller sur la base du bénévolat. Donc on a testé d'une manière assez globale et sans prendre en compte la surface commerciale. On n'allait pas se balader avec un télémètre laser pour savoir s'il y avait 250 mètres carrés ou pas. Donc on a voulu mettre à l'épreuve l'esprit de la loi plus que la loi. On a pris 6 enseignes, certaines très grosses dans les centres auto, certaines plus petites, plus modestes, dont on savait pertinemment qu'il n'y avait pas 250 mètres carrés consacrés aux pneus. Et on est arrivé en disant, voilà, on a dans notre cave 8 vieux pneus, on ne sait pas quoi en faire, est-ce que vous nous les reprenez? Voilà le postulat de départ. Bon, résultat, eh ben, au final, tout le monde a joué le jeu avec des divergences. Ouais, non, c'est vachement bien. Ouais. Dans la manière d'amener les choses et d'accepter nos pneus, il y a eu des divergences. Certains, ils sont allés de bon cœur. En connaissant la loi, ils savaient que depuis le début de l'année, ça s'imposait à eux. Ça a été le cas notamment chez Feu Vert, chez Neuroto, chez les gros, qui ont eu, à mon avis, une communication interne assez précise sur le sujet. On a été chez Carterca, chez Euromaster, chez Peugeot et chez Rodi, je vous les cite tous. Oui, oui. Il y a eu d'une manière générale parfois une petite hésitation pour nous les reprendre, mais on s'est bien rendu compte finalement que pour eux c'était au-delà du geste écologique, c'était aussi un geste commerçant. Et je prends pour exemple Peugeot, chez qui au début, alors Peugeot c'était un petit atelier dans lequel on vend quelques pneus, donc il n'y avait aucune obligation légale de reprendre nos 8 vieilles gommes. On est arrivé, on a dit voilà, on a 8 vieux pneus, on a dit ah bah désolé, nous on reprend vos vieux pneus si vous en achetez des neufs. Alors on était un peu dépité, on a dit bon bah tant qu'on est là, on va aller voir les voitures neuves, les nouveaux modèles dans le showroom. Et là le mécano s'est un peu éclairé, il a dit ah bah si vous allez nous acheter une nouvelle voiture, on va vous les reprendre vos vieux pneus, on va pas vous embêter et vous les laisser sur les bras. Donc on sent que finalement c'est un moyen pour eux de marquer les points. De créer une relation clientèle, ouais, bien sûr. Complètement, et une connivence, et puis voilà, ils nous rendent service, qu'ils soient obligés de le faire ou pas. Et derrière, on se rappelle d'eux comme étant des gens bons commerçants, voilà. Exactement. Non, ça, donc je pense qu'au-delà du geste écologique, parce que ça a un coût pour eux, ce geste écologique. C'est ce que j'avais posé. Voilà, exactement. Les bennes qu'ils récupèrent
et qui ensuite sont collectés par les 3 organismes que sont Aliapur, FRP et Tival, qui se chargent ensuite de valoriser ces pneus, ça a un coût pour ces enseignes. Et c'est un coût qui, lorsqu'on ne leur achète pas des pneus neufs en échange, est un coût à perte, entre guillemets. Donc il faut, c'est quelques centaines d'euros par-ci, quelques centaines d'euros par-là chaque mois pour cette collecte de pneus sans contrepartie nécessaire. Alors la contrepartie, ça peut être d'obtenir, d'avoir de nouveaux clients qui viennent chez eux parce qu'ils se rendent compte que c'est une bonne adresse. On est bien accueillis. Est-ce que dans les enquêtes que fait Autoplus, on a souvent des résultats aussi positifs que ça? D'habitude, il me semble que on met plutôt le doigt là où ça fait mal. Alors l'unanimité, non, c'est très rare. L'unanimité est très rare, mais on a aussi quelqu'un qui est notre client mystère qui sait y faire. Il faut l'attitude du garage qui est d'accepter vos pneus, c'est une chose. L'attitude du client ou du futur client qui vient et qui demande gentiment à ce qu'on lui rende ce service, et notre espion est une bonne patte pour ça et sait y faire, fait que en face de lui, il a quelqu'un qui dit une personne sympa qui a des vieux pneus dans son garage, sait pas quoi en faire. On va les lui reprendre. J'entends par là que l'attitude de la personne qui vient déposer ses pneus est importante également. Oui, si on arrive et qu'on bazarde ses pneus en disant tu me prends mes pneus, tu es obligé de le faire, bien sûr. On risque de s'en prendre une. Ouais. Donc, quand on est quelqu'un, un monsieur tout le monde, qui ne sait pas quoi faire de ces pneus, qui n'a pas nécessairement de nouveaux pneus à acheter, on va trouver, à mon avis, l'immense majorité des professionnels, quelqu'un pour vous les reprendre sans poser de questions, qu'il y soit obligé ou pas. Après, la majorité, François Tarin, rédacteur en chef adjoint d'Autoplus, quand même, la majorité des gens comme moi, on n'a pas des pneus dans notre garage tout le temps quand on fait changer mais si vous allez sur les plages cet été, vous verrez qu'il y a plein de gens qui partent à la plage avec leurs pneus. Moi j'ai décidé de me faire dégonfler le pneu là en ce moment. Je fais un régime. Justement. Non, mais 8 par an. Non, mais est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui gardent des pneus dans leur garage alors qu'ils n'en ont plus besoin et qu'ils sont morts? Alors, il n'y a pas des pneus. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, ne savaient pas quoi faire de ces pneus. Et effectivement, quand on n'a pas des neufs à acheter, on les met dans un coin en se disant, il faudra qu'un de ces 4, je les amène à la déchéterie, si tant est qu'elles les prennent. Il faut y penser, en fait. Oui, d'accord. Donc, maintenant, c'est l'occasion. C'est une très bonne... Ça va faciliter les choses. Maintenant, les margoulins, les sagouins qui mettent des pneus dans la nature... Je pense que ça ne va pas non plus inciter tous les Français à rentrer dans le rang. Et malheureusement, si ça va limiter cette décharge sauvage, il y en aura malheureusement toujours un petit peu. Et ça, on ne peut pas lutter contre ça. C'est une question d'état d'esprit. On peut lire donc ça dans Autoplus de cette semaine. Exactement. Qui est sorti hier. Ça sort le vendredi ou le jeudi? C'est ça, le vendredi. Voilà. Merci beaucoup François Tarin. Merci François Tarin. Merci à vous. Bonne rédacteur en chef adjoint Autoplus. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, juste après cette pause, c'est Armand que nous allons accueillir. C'est une question au 0826 300 300. Pour vous, l'ami Jean-Luc, tenez-vous prêt, ça vous concerne. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on prend le volant évidemment, mais on peut aussi prendre soit la page Facebook de Sud Radio pour vivre l'émission avec nous, soit nous écrire je participe @sudradio.fr si vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc. Ou à moi, ça peut arriver. Laissez son numéro de téléphone, rarement, pas, mais si vous avez une question à me poser, vous pouvez. Si vous voulez qu'on vous rappelle et que vous ne laissez pas de numéro de téléphone, voilà. Laurence a beau crier très fort, on l'entend pas au-delà de ce studio. Oh, oui, c'est vrai en même temps. Mais c'est insonorisé, c'est pour ça. Oui, mais c'est parce que je crie jamais fort, moi. Contrairement à ce que certaines personnes ont pu dire de moi, je ne suis pas une colérique. J'aurais bien fait un commentaire, mais je... Non, Jean-Luc, non, pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Armand, bonjour. Bonjour, Armand. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, madame. Moi, c'est Laurence. Appelez-la Laurence. Comment ça va? Laurence, oui, Laurence, ça va, merci. C'est la première fois, excusez-moi, je suis un peu stressé. Oh, tout va bien, tout va bien. Il y a toujours une première fois, Armand. Ben voilà. Vous habitez où? C'est vrai. Mais je suis un auditeur de monsieur Jean-Luc Moreau depuis beaucoup d'années sur RMC. Ça ne s'entend pas. Oui, sur RMC. Non, mais là, on est sur Sud Radio maintenant, Armand. Oui, je sais. Non, mais là, nous, on va se faire gronder. Non, mais je vous taquine. Et du coup, vous avez connu Jean-Luc tout petit?
Oui, oui, à l'école maternelle. Oui, c'est vrai. Voilà. Pas à l'école, non, mais c'est vrai. Bon, vous avez vu maintenant... Il y avait pour lui, il y avait Christian Moreau qui s'occupait des travaux. Et après M. Jean-Luc, il y avait le docteur aussi. Armand, on va rester maintenant sur notre émission, si vous le voulez bien. Je suis ravie de voir que vous êtes un homme de radio et que vous aimez la radio. On a une passion en commun, moi ça me fait bien plaisir. Non, je vous taquine un peu parce que vous savez, le temps est toujours compté dans les émissions. Alors on vous écoute parce que vous voulez poser une question à l'ami Jean-Luc. Oui, j'avais envoyé un petit email, ma femme avait envoyé un petit email. J'avais acheté un véhicule neuf chez Citroën à Amélie. Donc c'est un C5 Tech 180 chevaux Shine Pack. D'accord. Bon, écoutez, depuis le 22 décembre, on a eu des soucis avec des fermetures et des voitures de mon véhicule. Et du coup, on est parti là-haut le jour même que j'ai livré. Le lendemain, j'ai retourné au garage pour leur signaler qu'il y avait un problème. Le vendeur, il m'a dit, attendez, je vais appeler le chef d'atelier. Il appelle le chef d'atelier. Et le gars, il vient, il dit, il y a pas de problème, on va la mettre à l'intérieur. Une heure après, il ramène le véhicule, il dit, ça y est, c'est prêt. Il donne aucune explication. On part à Gien, parce qu'on est à 45 km d'Amélie. On arrive, le problème était toujours là. Donc j'ai téléphoné au vendeur qui m'a vendu le véhicule. Il m'a dit attendez, c'est pas possible. Alors soi-disant il s'était trompé dans l'appareil, il a émis la base gamme de la C5. Donc c'est sûr que la 130 chevaux, les vitres ils montent peut-être pas, je ne sais pas. Donc ils se sont trompés. Il a fallu que j'aille le lendemain encore là-haut. Et tout ça pour vous dire que il y a eu des soucis pendant 15 jours. Deuxième souci après que j'ai eu, c'est mon écran, la tablette. Je roulais, j'étais à Chartres à cette époque-là, et mon écran, tout est, j'ai resté noir. Ah oui, ça vous n'êtes pas le seul qui s'est arrivé. Hein. Ouais. La C5X, elle a eu, alors c'est une voiture que moi j'adore pour faire des grands parcours routiers parce que elle est extrêmement confortable. Je pense que c'est la berline la plus confortable du marché. Il n'y a pas plus confortable. En revanche, elle a souffert de petits soucis électronique, on va appeler ça comme ça. Donc je pense que vous êtes victime de ça. Je suis dedans, monsieur Jean-Luc, je suis dedans. Et ils n'ont pas réussi. Alors vous avez, ma question c'est, vous avez toujours ce fameux problème. Alors je vais résumer parce que comme vous m'aviez envoyé le message, en fait quand vous êtes à l'extérieur de votre voiture, si vous appuyez sur le pli pour fermer les portes, normalement ça remonte les vitres aussi, ça ferme la voiture. Et ça marche pas. C'est ça qui marche pas. Écoutez, par intermittence, de fois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Exactement. Comme le clignotant, quoi. Oui. Il n'y a que le clignotant, exactement. Armand, et on a entendu votre dame à côté, c'est quoi son prénom? C'est Marianne. Eh bien, on l'embrasse aussi. Allez, hop, on y retourne. Deux filles contre deux garçons. Donc, alors déjà, oui, monsieur Jean-Luc. Déjà, le garagiste, il a une obligation de résultat. Bon, votre voiture, en plus, elle est sous une garantie commerciale, donc peu importe le temps qu'ils vont y passer, ils doivent absolument, vous devez les mettre en demeure de faire cette réparation pour que ça fonctionne. Ils se débrouillent, quitte à faire venir ce qu'on appelle un ingénieur qui va se pencher sur votre voiture. Mais je pense que ces soucis-là, petit à petit, ils sont résolus parce que c'est ce qu'on appelle du soft. Le moteur électrique de la fenêtre, lui, fonctionne. Ce qui marche pas, c'est quand vous appuyez sur la télécommande, c'est la liaison pour demander à l'électronique de faire fonctionner le moteur pour remonter la glace. Donc ça, ils doivent absolument vous faire la réparation. Maintenant, après, vous mettiez dans votre mail que vous n'avez pas eu de facture. Alors, la facture, elle n'est pas obligatoire à partir du moment où le véhicule est sous garantie. Donc, il vous facture rien puisque vous ne payez rien. Le garagiste facture au constructeur la réparation. Ouais. Et alors, ce qu'il peut vous faire, si vous aime bien, c'est vous donner une facture avec écrit montant à régler 0. Donc, vous aurez le détail des opérations qui ont été faites sur la voiture. Mais ce qu'il doit, en revanche, obligatoirement vous donner, c'est un ordre de réparation mécanique. C'est un petit papier sur lequel vous avez les références du véhicule et les opérations qui ont été faites dessus pour que vous puissiez avoir une trace des opérations qui ont été faites sur la voiture. Dans votre cas, c'est pas très grave, mais imaginez quand vous cassez un moteur, c'est bien d'avoir la preuve que le moteur a été remplacé, même si c'est pas vous qui l'avez payé. Donc ça, vous devez le demander à votre garagiste. Donc deux choses à demander à votre garagiste, à votre concessionnaire en l'occurrence. Premièrement, de vous donner cet ordre de réparation mécanique pour les travaux qui ont été faits sur la voiture. Deuxièmement, la mise en demeure de vous régler ce problème. Il est obligé de trouver une solution. Alors si vous dites mais moi j'y arrive pas, on s'en fout.
C'est pas à vous. Oui. Voilà. C'est éventuellement, il fait appel directement à Citroën, qui lui enverra un spécialiste. Mais ils doivent vous régler ce problème-là. Et s'il vous dit oui, mais c'est pas grave parce que les vitres, vous avez qu'à les fermer avant de descendre de la voiture, faut pas accepter ça non plus. Vous achetez un modèle avec certaines fonctions. Si elles sont pas actives ou si elles fonctionnent mal, c'est à lui de vous régler le problème. L'obligation de résultat. Pensez bien à ce mot-là. Il a une obligation de résultat. Il doit vous fournir un véhicule qui marche. En plus, si jamais vous arrivez à la fin de la garantie et que cette panne est toujours là, ils vont vous dire oui, mais votre voiture est plus sous garantie, monsieur. Donc faut faire le nécessaire avant qu'il soit trop tard. Bon. Voilà. Eh ben Armand, allez au boulot. Oui. Je peux vous poser une question? Allez-y. Attention, il me reste 30 secondes. Oui, alors c'est que le deuxième problème, c'est que écoutez, j'ai les pneus arrière, donc ils ont une usure anormale sur le flanc extérieur de chaque pneu. Ah bah réglage. Oui. Réglage de géométrie des trains roulants. C'est un problème de géométrie des trains roulants. Alors ça peut venir dès le début du véhicule qui a été mal réglé en usine, soit vous pouvez avoir pris un trottoir, un truc, un machin, des trous, des bosses, et puis ça peut dérégler les trains roulants. Je peux vous poser une question, Armand? Un réglage complet de géométrie. Vous l'avez acheté quand, la voiture, là? Il y a 2 ans. En décembre 2022. 2022. Ah, j'adore. Vous me souvenez de mon prénom, ça me fait plaisir. Mais non, parce qu'en fait, la voiture, elle n'a pas 2 ans et elle a déjà tous ces petits soucis. Oui, mais c'est des petits soucis, c'est pas des gros problèmes. Oui, mais enfin, quand même, au bout de 2 ans. non. Après, vous savez ce qui se passe, l'ami Jean-Luc? On dit que la qualité française n'est pas au rendez-vous. Oui, mais fabriquée en Chine, cette voiture. Ben voilà, donc il y a un moment, je fais un appel. Alors, en plus, ils vont pas très bien en ce moment avec tout ce qu'ils sont obligés de faire avec toutes les voitures qui rapatrient, là, pour cette histoire d'airbag. Il y a un moment, les gars, on fait du bon travail, quoi. Bon, Armand, le réglage des trains, par contre, ils vous le prendront pas en garantie. Hein. Ça, c'est entre guillemets l'usure normale. Ouais. Voilà, donc il faut l'usure normale, exactement. Mais le problème, c'est que Jean-Luc, j'ai été chez Citroën assez bien à Giac, à Montargis, et leur appareil est en panne. Donc ils m'ont changé des pneus neufs. Et tout est toujours pareil. Mais changer de garage. Changer de garage. Allez chez un spécialiste qui fait du pneumatique et qui a un banc de réglage. Aujourd'hui, il y a des bancs de réglage numériques, ça marche très bien. Il n'y en a pas pour longtemps à faire un réglage de géométrie. On ne donnera pas de marque, mais on les connaît tous. Il y en a plein qui font ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez le concessionnaire pour faire ça. Bon, ben voilà. Armand vous a donné. Par contre, faites-le. Plein de conseils. Et tiens, j'ai une question à poser à l'ami Jean-Luc. Si jamais il nous reste du temps, question personnelle de Laurence P. de Paris. Avant la fin de notre émission, puisque vous venez parler de pneus, j'aurai une question pneus pour vous, pour ma propre voiture. Voilà. Bon, pour l'instant, on ne parle pas de ça. Allez, c'est parti. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va tout de suite aller se promener du côté de Vinci. Non. On ira la semaine prochaine se promener. Mais se promener, mais quand je disais qu'on allait tout de suite se promener, à un moment, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est parce qu'il est quand même avec nous, Olivier Debras, qui est l'organisateur. Mais oui, et donc on va aller, la semaine prochaine, d'accord, mais c'est comme si on allait à Vinci Manœuvre. Salut Olivier. Bonjour Olivier. Salut Laurent, salut Jean-Luc. Il est mort de rire. Non, mais on va bien préciser, parce que là on va à Vinci Manœuvre maintenant. C'est le 22 et 23 juin. Il y a plein de monde dans la cour de la ferme cet après-midi, et ça servira à rien. Jean-Luc, c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est pour dire qu'on va parler de ce qui va se passer le 22 juin. En plus, les gens qui nous écoutent, on vous demande pas le 22-23 d'aller à Vinci Manœuvre. On vous oblige. Vous êtes obligés, vous êtes convoqués le 22-23. Olivier Debras, vous êtes entre autres organisateur de cette 3e automobile enthousiaste à Vinci Manœuvre. Mais pour vous connaître par ailleurs, vous êtes un passionné de voitures. Vous faites des films historiques sur les voitures. Vous faites plein de choses et bravo. Vous êtes un dessinateur hors pair, parce que je viens de découvrir que c'est vous qui faisiez les dessins des affiches, etc. C'est exceptionnel. Exactement. Parce que longtemps, je me suis dit, tiens, le mec qui fait ça, il a du talent. Et je pensais que c'était un dessinateur dont c'était le métier, quoi. Mais non, mais pas du tout. Et avec Olivier, on a tourné un film à l'époque. Je me souviens, c'était pour... On n'est pas chez Brigitte. On n'est pas chez Brigitte Lahaye. Un film des voitures. Pardon. Oh, mais il est incroyable, ce Jean-Luc. Je vous trouve... C'est le printemps qui vous fait cet effet-là, l'ami Jean-Luc. Vinci Manœuvre, pour revenir à nos moutons. Non, à nos manœuvres. Parce qu'il y en a des moutons en plus à Vinci Manœuvre. Il y a des moutons, il y a des chèvres et des vaches. Bon, non, mais parlons des voitures. S'il vous plaît, les garçons. 65 km de Paris, au cœur du pays de Meaux, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. Vinci Manœuvre, c'est à 15 km de Meaux et 65 km de Paris. Et d'ailleurs, pourquoi ce site pour vos automobiles enthousiastes? Parce que c'est un site qui est plat, c'est un site où il y a une ferme qu'un ami me prête. Donc, c'est la génial. ferme de Navarre. Navarre, ça, c'est français Navarre. non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est un jeudi dans le coin. C'est un type qui fait des pommes, qui a plein de vergers. Et qui détient toutes les terres autour de sa ferme et donc les routes. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait là-bas, parce qu'on est tranquille, on peut fermer les routes comme on veut, donc c'est super. C'est génial. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Alors, allez, on plonge. Donc la ferme de Navarre, Vinci Manœuvre, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va y voir? Des voitures. Exactement, des voitures. En fait, c'est un petit événement. C'est pas un gros... Parce que moi, ce que je veux, c'est quand même pouvoir parler aux gens. Donc, il y a les voitures, mais il y a surtout les pilotes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir quand même des contacts avec les gens. Donc, le choix, ça a été fait de faire 40 voitures, 40 équipages de 2 personnes à chaque fois, et puis les faire rouler sur des tout petits circuits pour que les gens puissent voir les voitures en action, pas juste garées sur une pelouse et qu'on attende la fin de la journée pour les déplacer et les mettre au garage. Donc les voitures roulent, mais roulent sur des petits circuits pour que les gens puissent les voir. Ouais, alors vous dites des voitures, mais il n'y a pas de Fiat Multipla, c'est des trucs d'avant-guerre. Non, des trucs. C'est que des avant-guerres. C'est que des avant-guerres, et cette année on a de la chance parce qu'on a déjà Renault Classique qui nous débloque tous ces véhicules d'avant-guerre qui vont venir rouler chez nous. Donc il y a la Nerva Sport, il y a la 40 cm3, enfin bon, il y a tous les monstres qui viennent et qui vont rouler. Bien sûr. On va les entendre rouler, ça va faire taf et tout. Mais c'est carrément des moteurs d'avion qu'il y a dedans, c'est génial. C'est quoi, 1920, 1945 à peu près, hein, c'est ça les... Exactement, ouais. Wow. Et au fait, l'avantage qu'on a, c'est que si le public vient, s'ils ont des enfants, s'il y a une place dans les voitures, on fait monter les gamins dedans et on les fait rouler avec. Mais oui, c'est bien ça. C'est vrai que c'est bien ça. Voilà, alors en plus, c'est vraiment immersif parce que vous demandez aux équipages de venir habillés en costume d'époque. Ah, de toute façon. Sinon, si le gars vient avec... Et si on est tout nu, c'est en costume d'époque. Si on est tout nu, non, et parce que je prête des combinaisons. Donc, alors, voilà. Il a des vraies combinaisons, hein, genre les vieilles casseroles, les vieilles combis et tout. Ouais, Laurence le sait, puisque... oui, t'en es porté une pour un tournage. D'ailleurs, si tu viens, Laurence, je te dis, elle est toujours là, ta combi. Je suis pas sûr de rentrer dedans. Hein. J'ai grossi depuis 2 ans. Après, dans la peau de John Malkovich, dans la peau de Laurence Perrault. Dans la peau de Laurence Perrault, dans une voiture. Olivier Debras, donc, ces fameux automobiles enthousiastes à Vinci Manœuvre. Donc, on rappelle les dates, parce que sinon, l'ami Jean-Luc va encore me... 22-23 juin. Je vais voir ces voitures rouler. Et puis, il y a d'autres... Je peux déjeuner sur place. Il y a un concert le soir aussi. Voilà. Il y a un concert éclatant parce que on a aussi toute la journée un Dixieland, un jazz band qui va jouer le long des pistes pour animer. Donc, mais on fait tout, on essaie de faire tout à l'ancienne. Donc pas des haut-parleurs, rien du tout, sauf le soir quand il y aura le concert Rockabilly de 20h à 23h. Donc c'est gratuit. Rockabilly, waouh. Oui, les Voodoo Tunes. C'est un groupe de 3, c'est des jeunes, ils sont super. Et le jazz band qui va venir, eux, ils ouvrent la session à 10h sur la ligne de départ, et puis ils jouent, ils nous accompagnent toute la journée. Donc ils montent dans les voitures, ils montent dans les U23 pour animer comme ça. Enfin, c'est cool. On essaie de faire un truc rigolo. Donc on peut venir, hein, je rassure les gens, on n'est pas obligé d'avoir une voiture d'avant-guerre pour venir. On vient avec sa voiture normale, on est sur le parking. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ensuite on voit en revanche les voitures de sport, parce qu'en plus la plupart sont des voitures de sport d'avant-guerre qui roulent sur ce circuit. C'est un circuit fermé. Oui. C'est un circuit semi-fermé, c'est-à-dire qu'on a 8 km de route totalement fermée, où là les gars ils peuvent y aller, et puis après pour revenir à la ligne de départ, on a une partie qui roule dans les communes qui sont aux alentours, donc tout le monde est au courant, bien sûr, toutes les communes sont partenaires, et ensuite on les fait revenir sur Vinci, et les gens, c'est libre. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de plateau où il faut leur mettre la pression. Et puis c'est ça, c'est qu'à Vinci Manœuvre, dans le pays du Brie, l'entrée n'a pas de prix, elle est gratuite. Ça c'est cool. Elle est gratuite, mais c'est vrai. C'est très bien, super idée en tout cas. Et en plus, j'ai récupéré un baby des années 30. Donc, on peut se faire des équipes. Un baby-foot. Ah, baby-foot, oui. On sera en pleine des Coupe années d'Europe. 30. Ouais, j'en ai un vieux que je récupère vendredi là pour ah non mais je suis super content. Et là on va se faire
on va se faire des concours, donc ça va être bien. Ça va être bien. Eh ben, on vous donne tous rendez-vous. C'est pour passer un bon moment, quoi. Un bon moment, j'allais presque dire en famille, mais c'est ça, c'est presque en famille. Famille de gens qui aiment l'auto. Mais exactement, mais en plus de ça, quand on commence à tous se connaître, parce qu'il y aura Bietri, il y aura tous ces gens-là qui sont donc ça, j'en dis pas plus, mais en tout cas, il va y avoir des gens qui super sympas qui vont venir. Non, mais là, vous voulez parler de quelques petites personnalités un peu connues du monde de l'automobile, de la course et compagnie, c'est ça? Voilà, mais on dit rien. Voilà, on n'a rien dit, mais si vous voulez voir en plus un peu des gens connus, voilà, du bon, on peut y aller. Et qui aime l'auto. Il y aura un avion aussi cette année? Ah non, parce que j'ai l'événement le Air Show de Meaux qui se fait à la même date. J'ai essayé d'appeler notre ami comment il s'appelle, enfin bon, Monsieur Moustache là qui fait de ses acrobaties, il m'a dit qu'il pouvait pas. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Oui, puis c'est bien déjà, il y a un beau programme. Merci beaucoup Olivier Debras. Bon, peut-être à la semaine prochaine alors Olivier. Ah j'espère. Promis, il va faire beau. Donc impossible de pas venir. Organisateur, avec son rire, j'adore. Olivier, il a un rire communicatif et je trouve ça vraiment trop bon. Ben voilà, moi j'ai le smiley pour tout le week-end. 3e automobile enthousiaste et ça va se passer à Vincy-Manève 22 et 23 juin prochain. C'est pas très loin de Meaux. Et on vous souhaite un bon week-end là-bas si vous y allez. Allez, à suivre, on va parler des Bosch Car Service, de Bosch Car Service, bien sûr notre partenaire, mais tout l'ensemble des garages qui vous accueillent partout en France. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et comme nous sommes mi-juin, il n'est pas du tout ridicule d'aller faire un petit check-up de sa voiture avant les grands départs en vacances. On va parler de notre partenaire qu'on aime beaucoup, c'est Bosch Car Service. Avec vous, Guillaume Abécassis, bonjour. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Écoutez, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Responsable marketing chez Bosch Car Service. Alors avec Bosch Car Service, si j'ai tout bien entendu le jingle qui passe à longueur d'émission, 15 000 garages dans le monde. Je crois que c'est pas loin de 700 en France. C'est ça, Guillaume? Exactement. Alors précisément, c'est 680 garages en France. Et quand on dit France, c'est la France large. Parce que c'est France métropolitaine et on a aussi une quinzaine de garages en Outre-mer, donc qui sont présents en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Donc un réseau immense, le premier mondial, mais malgré ça, vous prenez le concept du petit garage. Mais presque, en fait, c'est logique, c'est des petits garages qui viennent s'adosser à Bosch Car Service et inversement, Bosch Car Service qui vient s'adosser au petit garage. Racontez-nous comment ça se passe. C'est tout à fait ça. À la base, nos adhérents, ce sont des entreprises indépendantes. La plupart du temps, ce sont des entreprises familiales, des fois des deuxième générations. Donc, on prône la proximité, on prône le rapport humain, parce qu'aujourd'hui, encore plus, notamment quand on parle de la réparation automobile, on a besoin quand même de rapport humain avec le garagiste, celui à qui on confie notre voiture. Et dans ces entreprises, avec ce commerce de proximité, on parle encore de transparence. Ils prennent le temps d'expliquer les réparations, d'expliquer la facture. Et on pense aujourd'hui que c'est vraiment important. Oui, on a besoin de cette proximité aujourd'hui. C'est ce qu'on a un peu perdu d'ailleurs. Le monde s'est déshumanisé et je trouve que c'est bien justement d'avoir un rapport humain avec que ce soit son médecin généraliste où on a perdu un petit peu, on n'est plus un patient, on est devenu un client. Donc ça fait du bien d'avoir de nouveau ce rapport humain et particulièrement avec un garagiste. Alors moi, la voiture elle fait partie de la famille. Non, au-delà, voilà, il y a Simone évidemment ou Titine, mais c'est surtout aussi que des fois quand on va dans des, je vais pas noter le nom, mais des grands garages, ils ont des heures d'ouverture et de fermeture. Alors que votre petit garagiste Bosch Car Service du côté, vous allez le voir, vous êtes son client, même s'il est 17h, il va essayer de vous arranger. Moi j'ai vu mon garagiste qui est un Bosch Car Service où j'habite, à 20h, il était encore en train de travailler sur ma voiture qui avait eu un souci il y a 4-5 ans. Il connaît votre voiture en plus. Donc il y a ça, il y a cette qualité, il y a la compétence et il y a l'humain. Enfin nous on est fans, donc voilà. Et puis il y a ce nom Bosch là, je crois que c'est un petit peu connu. Rappelez-nous, Bosch, premier équipementier mondial, on est d'accord? Tout à fait. Premier équipementier mondial. Dans la pièce auto, c'est un peu plus de 550 000 références. On dit aujourd'hui qu'on est capable de couvrir un quart des besoins d'un réparateur mécanique d'un garage. Donc, oui, il y a une force. L'avantage, c'est qu'il y a un savoir-faire, il y a une expertise première monte. Et quelque part, c'est ça que viennent chercher ces sociétés familiales, ces sociétés indépendantes. C'est ce savoir-faire finalement. Et nous, on leur transfère ce savoir à travers
des formations, à travers nos outils de diagnostic qui leur permettent d'accéder aujourd'hui à tous les véhicules. En cas de besoin, on leur fournit des hotlines où là, ils sont en contact avec des salariés Bosch qui vont les aider à dépanner, à réparer. Donc c'est vraiment on essaye de c'est le meilleur des deux mondes en fait. C'est le meilleur de la grosse société qui gère tout et c'est le meilleur du garagiste de proximité. C'est la force d'un réseau. Les deux, quoi. C'est ce que j'allais dire. Si on essaye vraiment de faire mixer la grosse entreprise avec toute la flexibilité que peuvent avoir des petites sociétés indépendantes. Guillaume Abécassis, vous qui êtes directeur marketing de Bosch Car Service, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, là, les diagnostics à distance, tout ce qui est le remote, parce que moi j'ai eu la chance d'animer des équipes auto et puis de vous rencontrer et de beaucoup travailler avec vous d'ailleurs, avec Bosch. C'est quoi le remote diagnostic? C'est quand même une vraie création de Bosch. Alors le remote diagnostic, c'est aujourd'hui une vraie force pour tous les garages indépendants, qu'ils soient Bosch Car Service mais aussi les autres. Ça permet à un garage, en appelant une hotline, donc là le garage arrive sur une hotline, souvent avec des salariés Bosch, et le garage va pouvoir donner l'accès au véhicule à cette hotline, et à partir de là, la hotline va être reliée avec toutes les plateformes constructeurs. Donc vous avez une voiture sur une marque un peu plus exotique, c'est pas un problème. Il se connecte directement à la plateforme constructeur et il va pouvoir consulter les défauts de la voiture, les diagnostiquer et faire des interventions à distance. Des fois, on a des hotlines qui sont à plusieurs milliers de kilomètres et qui vont pouvoir intervenir et réparer la voiture. C'est-à-dire j'ai un petit garage Bosch Car Service dans le fin fond du Larzac. Il se branche sur ma voiture et si ça se trouve, il y a un ingénieur en Allemagne qui va lui définir la panne sur le véhicule, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, généralement, ce sera plutôt vers Bruxelles. Mais c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, c'est surtout vrai sur tout ce qui est mise à jour. On parle beaucoup d'électronique maintenant dans ces nouvelles voitures. Donc, ça va être de la mise à jour de calculateurs, de la mise à jour de logiciels directement à l'intérieur de la voiture. Y compris sur les voitures électriques? Et bien sûr. Alors, aujourd'hui, la voiture électrique, même si il y a toute une crainte autour de ce véhicule électrique, aujourd'hui, qu'il soit électrique, qu'il soit hybride, maintenant aussi sur les nouvelles motorisations essence et diesel, il y a beaucoup d'électronique et les garages sont capables d'intervenir sur tous ces véhicules-là, toutes les marques, tous les modèles. La force des centres auto qui sont vos concurrents, c'est de proposer des prix qui sont extrêmement bas. Là, est-ce que le réseau Bosch Car Service, de par sa puissance mondiale et même, on peut dire nationale, puisque 680 centres, c'est quand même une sacrée force de frappe, peut s'aligner grâce à justement ce regroupement en termes de tarifs sur de la pièce détachée? Alors si c'est du Bosch, j'imagine que vous êtes bien placé. Alors complètement. Alors généralement, effectivement, nos garages, on va surveiller que les pièces qu'ils utilisent soient, tant que c'est possible, du Bosch, mais en tout cas qu'elles soient de qualité d'origine. Ça fait partie des indispensables. Et après, d'un point de vue compétitivité-prix, j'ai aucun mal à croire que nos garages sont largement placés. Et la force de nos garages, aujourd'hui, des garages indépendants, c'est le prix que vous aurez sur votre devis. C'est le prix que vous paierez à la fin. D'accord. C'est surtout ça qui est important. Waouh, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Puisqu'on est à quelques semaines, quelques jours des premiers départs en vacances, je voudrais un peu me servir de vous, Guillaume Abécassis, quelques conseils de choses à faire avant de partir, comme par exemple vérifier sa clim et ne pas attendre le dernier moment, évidemment. Alors tout à fait, il y a tout un tas de points de contrôle. Alors effectivement, la climatisation, même si ces derniers jours, les températures ont du mal à monter. On espère que ça va venir. En ce moment, on est en opération climatisation au sein du réseau. Donc, à chaque fois qu'un client viendra faire entretien sa climatisation, il repartira avec un cadeau, histoire de faire patienter les enfants sur la route des vacances. Mais après, pensez aussi tout ce qui est contrôle des pneumatiques, tout ce qui est visibilité sur les éclairages. Pensez aussi à contrôler les balais d'essuie-glace, parce que quand il pleut en plein été, souvent, il vaut mieux que la visibilité soit bonne. Juste parce qu'il vient de parler des pneus, l'ami Guillaume, j'ai une question à vous poser. Je viens de passer le contrôle technique de ma voiture, donc tout va bien. Sauf que, il m'a dit, vous avez les pneus arrière qui ont séché. Oui. Comment ça peut avoir séché? Vous avez regardé le DOT sur le pneu qui donne la date de fabrication du pneumatique? Vous avez un petit code, il y a écrit DOT, puis vous avez un petit cartouche et il y a une date qui donne le mois et l'année de fabrication du pneu. Un pneu, on considère qu'au-delà de 10 ans... il n'a pas 10 ans, ma voiture à 4 ans? Oui, mais est-ce qu'il n'a pas été stocké pendant 6 ans avant votre pneu?
Ce qui compte, c'est la date de fabrication. Bon, du coup, j'ai pris rendez-vous pour le changer, mais je ne savais même pas qu'un pneu pouvait sécher. Vous, Guillaume, vous connaissez ça? Un pneu peut sécher, oui. C'est pas trop dangereux, là? Ça va glisser un peu sur le mouillé, quoi. Non, je pris rendez-vous. Normalement, on me l'échange la semaine prochaine parce que le bus qui tombe en plus. Mais voilà, Guillaume, vous voyez, c'est tout bête. Mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Ouais, et puis Exactement. Et pardon, Jean-Luc, sur la partie contrôle technique, il ne faut pas hésiter non plus avant le contrôle technique, d'aller confier son véhicule à son garage. Généralement, ils vont pouvoir faire un pré-contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choses qui vont rebuter le passage du contrôle. Et la plupart du temps, la plupart des garages vont même emmener le véhicule au contrôle technique pour vous. Comme ça vous donne gain de temps, gain de service. Top. Et surtout un peu de tranquillité. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des garages qui sont Bosch Car Service ? Alors il y a un site qui est assez simple qui s'appelle monboschcarservice.fr. Tout à fait. J'adore parce que chez Bosch c'est clair, c'est net, c'est précis et ça nous fait pas des nœuds à la tête. En tout cas, Bosch. Like Bosch, ouais. Ah ouais, la pub, je l'adore moi. Merci beaucoup Guillaume Abécassis. Merci à vous. Merci Guillaume. Et toutes nos amitiés à tous les Bosch Car Service qui nous écoutent ce midi et également à toute votre équipe. On vous embrasse. Allez, à suivre. Et pour conclure notre rendez-vous, c'est une question. C'est David qui nous a envoyé un mail. Je prendrai le temps de vous poser la question en direct puisque David, il n'était pas disponible ce matin. Alors, c'est moi qui fais sa voix. Voilà. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? La question donc de David qui nous a écrit « Je participe @sudradio.fr ». Vous mettez bien « On parle auto » dans l'objet de votre mail et surtout l'ensemble de vos coordonnées dont votre numéro de téléphone. Sinon, nous ne pouvons pas vous recontacter. Voici la question de David. Êtes-vous prêt, l'ami Jean-Luc ? Yes. Je dois renouveler notre deuxième voiture. La première est une Spring Extreme de moins d'un an. Dacia, donc. Voilà. Pour le quotidien, il l'emmène à l'école, au travail, il fait les courses avec, etc. Elle lui convient parfaitement et elle convient parfaitement à la famille. Ce qui signifie que je possède déjà une borne de recharge. Puisque la Spring Extreme est une voiture électrique. J'ai bon ? Oh, vous êtes fort. Vous avez bien écouté. Je suis contente. Vraiment, vous êtes un bon élève. Cette deuxième voiture a pour but des déplacements du quotidien, mais aussi des déplacements en vacances. J'hésite entre deux modèles pour un budget qui serait à peu près de 25 000 €. Soit la future Dacia Duster hybride, donc neuve, soit un Lexus NX 300 hybride luxe, donc d'occasion. Le problème du Lexus, c'est que je voudrais y ajouter un boîtier éthanol et que j'ai peur qu'elle soit trop kilométrée pour cela. Au moins 100 km à ce tarif. Un avis de l'ami Jean-Luc pour départager. Départager ces voitures. Alors le Duster hybride, on vient juste de l'essayer il y a 15 jours. On l'a bien aimé, hein ? Oui. Moi j'aime bien sa bouille, déjà. La motorisation, on la connaît, c'est la même motorisation qu'il y a sur les Renault Captur, sur les Renault Clio. C'est le système hybride Renault qui est plutôt réussi et qui consomme peu. Le problème de ce Duster. Alors déjà, dans le budget de David, ça va être juste, parce que moi, le prix du Duster, je l'ai à 28 100 € et on sait très bien que chez Dacia, il n'y a pas de remise. Donc s'il a un budget de 25 000, va falloir qu'il vende, je sais pas, un rein ou un œil pour arriver à compenser. Et le Duster, c'est pas une grande voiture. S'il cherche vraiment quelque chose de familial, il faudrait plutôt se tourner vers le Lexus. Qui n'est pas du tout la marque préférée de Jean-Luc Moreau de On parle auto sur Sud Radio. Vous remarquerez quand même que là, il me demande de choisir entre... je vais dire ma voiture préférée, le Duster, c'est ma voiture préférée parce que c'est celle qui en offre le plus depuis toujours pour le meilleur prix. C'est une voiture qui est sympa à conduire, qui est belle à regarder, qui coûte pas trop cher en carburant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'essai de la semaine, c'était la semaine dernière, vous le retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio, by Jean-Luc Moreau. Exactement. Donc vous pouvez voir ce Duster qui est franchement devenu sexy, donc ça c'est bien, mais qui est devenu cher. Donc là maintenant on est un petit peu hors budget pour la version hybride. Avantage de la version hybride, c'est qu'on a une boîte automatique. Donc je pense que dans le choix de David, la boîte auto est indispensable. Alors le Lexus, évidemment, hybride de la marque haut de gamme Toyota, là vous avez la boîte automatique qui est comprise d'origine. Il faudra prendre un modèle d'occasion pour passer dans les 25 000 €, parce que quand le modèle est sorti, il démarrait à 40 000, il allait jusqu'à 60 000 € pour ce qui est de la finition exécutive. Mais on trouve aujourd'hui, en occasion, vous pouvez avoir un modèle de 2017 pour
25 000 €, avec un kilométrage pas trop monstrueux, 80. J'en ai trouvé aux alentours de 80 000 km. Pour un Lexus, vous avez l'habitude de dire qu'il est juste en rodage. Il est juste rodé, voilà. Il est juste rodé. Donc la fiabilité de ce côté-là, on va pas revenir 1000 fois dessus. Franchement, c'est bien. Vous avez deux véhicules qui sont... Alors le Duster, j'adore, c'est très bien. C'est maintenant plus cher. Et de l'autre côté, vous avez quand même un véhicule plus haut de gamme. Alors, qui est plus imposant aussi en taille. Il faut avoir un garage qui accepte un véhicule qui dépasse les 4,60 m. Donc ça, il y a ça. L'habitabilité, évidemment, va être supérieure dans le Lexus. L'équipement va être supérieur, même si maintenant, les Dacia, c'est plus la misère. Vous avez tous les équipements de confort qui sont à bord. Dans le Lexus, vous aurez un intérieur cuir, une sono de qualité supérieure. Enfin, vous aurez tout plus. La puissance également sera supérieure. On est à 197 chevaux versus 143. Donc ça marchera mieux. Ça consommera un tout petit peu plus. L'avantage du Duster avec cette motorisation, c'est qu'il est vraiment très frugal, à part sur autoroute, où il va consommer entre 7 et 8 litres, mais vous avez une consommation moyenne aux alentours de 5 litres et demi. Il faudra rajouter un bon litre avec le Lexus. Et dans les interrogations de David, il y avait, je prendrais bien le Lexus, mais je veux mettre un boîtier... Non. Pas de boîtier éthanol, il mange de l'éthanol à 50-50 direct sans problème et même à 80 000 km. Donc ne commencez pas à chercher midi à 14h. Les offres de Lexus, il y en a beaucoup. À mon avis, dans votre budget, ça rentrera sans problème et vous aurez un peu plus de confort. Le Dacia est un peu cher aujourd'hui. C'est presque le défaut. Ça me fait bizarre de dire ça. Son rapport qualité-prix, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas qu'il est cher, c'est que le rapport qualité-prix. D'un côté, vous avez un véhicule neuf qui va être garanti 3 ans. De l'autre, alors, chez Lexus, ce qu'ils faisaient pendant un moment, je ne sais pas s'ils le font encore, c'est que si vous faites la révision régulièrement chez Lexus, on vous prolonge jusqu'à 10 ans la garantie. Donc voir si celui que vous achetez, s'il a la garantie prolongée. En tout cas, pour le budget de 25 000, vous sauriez plutôt qu'il aille voir sur l'occasion. S'il veut le faire rouler à l'éthanol, de toute façon, c'est mieux sur une occasion. 50-50. Eh bien, merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Eh bien, on se voit la semaine prochaine. Oui, et puis j'espère que David, comme ça, il a tous ses rendez-vous et ça c'est cool. On aura un invité exceptionnel. On aura Gilles Le Borgne avec nous. C'est qui est Gilles Le Borgne? Monsieur Renaud. C'est Monsieur Renaud, c'est le directeur du développement de chez Renault. C'est-à-dire c'est toutes les futurs Renault, les Renault actuels. C'est lui et il n'a pas la langue dans sa poche. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300, vous pouvez vous inscrire. Et puis surtout, vous nous envoyez un mail tout de suite. Je voudrais participer à l'émission de la semaine prochaine et poser des questions à Monsieur Renaud, Monsieur Le Borgne. Donc je participe, @sudradio.fr. Vous mettez On parle auto dans l'objet de votre mail. Et puis vos coordonnées complètes, numéro de téléphone, comme ça on vous rappellera, vous poserez votre question en direct. Bon week-end. Et oui, vous aussi. Et vous n'oubliez pas le 19 juin à 19h. Merci. 19 juin, 19h, Nissan.fr. Nissan. Lolo Perrault vous propose le live shopping pour le Juke de chez Nissan. Et je serai accompagné d'un professionnel aussi de la Nissan. Et puis voilà. Et puis merci à Jamel d'avoir réalisé cette émission. Puis merci à vous d'être avec nous. À la semaine prochaine. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. boschcarservice.fr.